Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien à distance. Oui, oui, oui. Parfait, super. Donc, désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Voilà, je vous salue. Je vais couper la vidéo là pour soulager un peu le réseau, mais je vous salue de loin. Et je vais passer donc sur le déroulé de la présentation. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos questions, même si voilà, comme c'est pas en présentiel, c'est peut-être un peu plus difficile en termes d'interactivité. Alors. Euh, donc, pour une petite introduction, donc, je vais vous présenter aujourd'hui la démarche microservice au sein de la direction du système d'information et du numérique commerce, donc de la branche commerce d'EDF, avec un focus donc, sur le projet Arome, qui était donc, dont l'objectif a été de construire une plateforme dans un mode plateforme as a service pour accueillir les équipes de développement en s'appuyant donc, sur une architecture microservice comme vous allez le voir. Alors peut-être un petit rappel très rapide sur l'organisation pour voir un petit peu où on se situe au sein de la DSIN Commerce. Donc la DSIN Commerce est organisée donc, selon la matrice suivante, avec différents centres de solutions et compétences. Donc pour ma part, je suis rattaché au centre de solutions et compétences Échange, donc, qui contient la plateforme microservice Arome ainsi qu'un certain nombre d'applications transverses, donc, avec pas mal de middleware, des bus de service notamment. Et on va retrouver des centres de solutions et compétences donc, sur toutes les différentes briques du SE-commerce, que ce soit des briques plus métiers comme tout ce qui est nos systèmes de gestion de la relation client, système de facturation, toute la partie lac de données, infrastructure, etc. Voilà, donc je vais passer assez rapidement, mais l'idée c'était de parler de cette organisation donc, entre les centres de solutions et compétences et les différentes lignes métiers donc, portées par nos portefeuilles, aussi bien sur la partie marché des clients particuliers que sur la partie marché d'affaires. Alors, ça vous a été présenté beaucoup plus en détail juste avant, donc je vais peut-être passer rapidement sur les grands concepts. Je ne sais pas si vous voyez bien la présentation ou s'il y a une petite barre là-haut, c'est peut-être que chez moi. Non, ça a l'air d'aller. C'est parfait. C'est parfait. OK. Ok. Donc ça me cache un peu le titre, mais ça devrait aller. Donc les grands concepts autour des microservices, alors comme je disais, ça a été dit bien plus en détail, mais on s'est tout à fait retrouvé dans l'exposé précédent. L'idée quand on a démarré ce projet-là, au-delà de la plateforme que je vais vous présenter, c'était de poser les bases de ces nouvelles pratiques de conception logicielle autour des microservices. Et donc l'intervenant précédent a pu insister largement dessus, sur toutes ces notions de borner le périmètre des microservices, de s'assurer d'une indépendance du composant, ce qui va aussi donner une autonomie aux équipes de développement, et d'essayer d'encapsuler des fonctions métiers cohérentes entre elles au sein d'une même unité d'exécution, donc qui est notre microservice. Lorsqu'on a lancé la démarche, on essayait aussi de répondre donc à différents besoins spécifiques, et notamment c'est les trois qui sont listés ici. Donc déjà tout ce qui est l'accélération du time to market, ça vous le verrez par la suite. Donc c'est un certain nombre de facteurs qui vont contribuer à permettre cette accélération, aussi bien en termes d'organisation que d'outillage et que de pratiques d'architecture et de développement. Adresser aussi, ça a été dit, tous les aspects scalabilité et performance à plus petite échelle, donc à l'échelle de nos micro-composants qui sont nos microservices. Et l'un des derniers thèmes, puisque comme vous le verrez, on s'est inscrit dans le cadre de refonte applicative, c'était pour traiter l'obsolescence et finalement en intervenant sur des composants plus petits, il est plus simple par la suite de refactorer ou de décommissionner même un fragment d'application en microservice plutôt qu'un monolithe. Donc, lorsqu'on a lancé cette démarche, on a vraiment insisté sur deux points clés qui sont l'agilité, donc en termes d'organisation, et l'automatisation. Et je vais en parler plus en détail par la suite. C'est vraiment ces deux points clés sur lesquels on s'est appuyé pour construire notre démarche et notre plateforme. Au-delà de ces deux aspects, il y a aussi un certain nombre de points d'attention qu'on souhaite partager avec vous. Donc, dans le cadre de la mise en place d'une démarche microservice, donc c'est déjà donc se mettre en capacité d'assurer des déploiements, une intégration continue. Je reviendrai plus en détail par la suite. Donc voilà, aussi bien en termes de déploiement que d'automatisation des tests, ça a été évoqué tout à l'heure avec de la non-régression à l'échelle du microservice. Il y a aussi des enjeux un petit peu plus métiers, c'est-à-dire d'être capable
d'avoir en face des acteurs métiers qui sont capables donc de s'adapter à des cycles plus courts et donc sont capables de spécifier des besoins de plus petite taille finalement et travailler donc dans une méthodologie agile, voilà, avec des itérations beaucoup plus courtes que des cycles en V classiques. De manière organisationnelle, la mise en place de frameworks organisationnels de type agile ou agile à l'échelle, comme c'est le cas au sein de la DSI, j'ai aussi un plus dans le cadre de l'adoption de ce type de plateforme et de ce type de démarche. Donc je suis passé un peu vite sur ces éléments d'introduction. Je ne sais pas s'il y a peut-être des réactions à ce stade ou si je passe peut-être un peu plus en détail sur la plateforme en tant que telle. Je vous propose peut-être d'avancer à ce moment-là. Alors, donc la plateforme que je vais vous présenter, donc ça s'appelle la plateforme Arome. Alors, ce qui se cache derrière ce petit nom, c'est architecture omnicanal microservice. Et donc derrière ces trois mots-clés, donc se cache un certain nombre de concepts qu'on a adressés dans le cadre du projet. Donc, qu'est-ce qu'on a été chercher derrière cette démarche microservice? Donc, ça s'est inscrit au départ dans le cadre de refonte et développement de nouvelles applications métiers. Donc, on s'est vraiment focalisé sur ce type de logiciel, des applications métiers spécifiques aux besoins de la direction commerce d'EDF. On allait chercher aussi plus de modularité, alors aussi bien de nos composants, mais aussi de nos équipes, avec des équipes plus petites et des équipes à taille humaine, comme ça a été évoqué précédemment. Et toute cette démarche s'inscrivait donc dans un contexte d'agilité à l'échelle, puisqu'on était dans une pleine phase de transformation vers des méthodologies type SAFe au sein de la DSI. On allait aussi chercher l'accélération du time to market en termes de delivery. Et donc ça, comme vous le verrez, voilà, il y a tout un certain nombre de concepts sur lesquels on va s'appuyer pour atteindre cet objectif. Donc le projet, c'est aussi fait dans un objectif d'omnicanalité. Alors ce qui se cache, selon nous, derrière ce terme, c'est qu'on va tenter au maximum de mutualiser nos services et nos processus métiers à la fois entre les différents canaux d'exposition, puisque on travaille avec nos clients, mais aussi avec nos acteurs internes via des canaux web, du mobile, ou même également toujours des échanges interapplicatifs. Et on adresse différentes populations d'utilisateurs via nos services et nos processus, nos clients finaux, qu'ils soient au niveau du marché des clients particuliers ou du marché d'affaires, mais aussi nos conseillers clientèle, qui finalement vont jouer les mêmes processus métiers que ceux auxquels les clients ont accès en self-care via nos canaux digitaux. Et enfin, sur le thème architecture, donc se cache un certain nombre de points. Donc tout d'abord, on a cherché à moderniser et standardiser nos pratiques, comme je le présenterai un peu plus en détail après, donc en termes d'architecture, de développement et de sécurité également. Le tout dans une démarche plateforme as a service, donc visant à accélérer et à fiabiliser le delivery au sein de la plateforme. Voilà. Et bien sûr, on a adressé des problématiques d'architecture assez transverses, donc de résilience, de performance et d'exploitabilité, comme je vais le présenter juste par la suite. Donc si je passe sur le tour d'horizon de cette plateforme, donc la plateforme Arome s'appuie sur trois piliers. Donc tout d'abord son framework, ensuite son infrastructure, et pour terminer, l'approche et l'outillage DevSecOps qui a été mis en place. Donc en termes de framework, on va déjà trouver une usine de microservices. Alors pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, on a démarré ce projet-là en 2018, donc il y a maintenant 4 ans. On développe beaucoup en Java dans la maison et on a fait historiquement donc, le choix d'un framework unique. Alors ça ne veut pas dire que c'est un choix définitif et on commence d'ailleurs à regarder d'autres langages de développement, mais au départ du projet, on a fait ce choix donc, du framework Spring, et notamment Spring Boot et Spring Cloud, qui se trouvent au cœur de notre plateforme microservice. Donc à partir de ce framework-là, on a développé un framework d'un petit peu plus haut niveau pour le mettre à disposition des équipes de delivery sur la plateforme, en proposant d'abord des templates de composants pour construire les applications sous forme de microservices. Donc, qu'on souhaite développer une application s'appuyant sur des microservices qui exposent des API ou fonctionnent donc, sous des modes ce qu'on appelait micro-batch, donc des traitements schedulés, ou sous des modes d'échange asynchrone, donc c'est ce qu'on a appelé microstream.
s'appuyant sur des fils de messages ou même de processus, puisqu'on utilise la solution Camunda, qui est un moteur BPM embarqué au sein de nos microservices pour instrumenter des processus métiers. Donc on retrouve finalement ces 4 types de composants qui permettent de développer des microservices qui sont typés selon ces templates. Et en les agençant ensemble, on va pouvoir construire des applications plus complexes. Donc au-delà de ces templates de composants, on va retrouver un certain nombre de connecteurs techniques sur étagère qui sont mis à disposition des développeurs pour permettre aux microservices de s'intégrer avec le reste de l'écosystème, donc aussi bien au sein de la plateforme qu'à l'extérieur de la plateforme, je dirais, et donc d'échanger en API, web service, en messaging avec Kafka, c'est la solution de messaging qu'on utilise aujourd'hui, de gérer du cache distribué donc avec Redis, ou encore d'échanger des fichiers selon différents protocoles comme du SFTP notamment. Au-delà de cette usine de microservices, on propose aussi au sein de la plateforme une usine de web app qui s'appuie sur Angular, avec finalement un petit peu ce même principe de template, puisqu'on propose un générateur de web app qui fournit des web apps pré-câblées à l'architecture, des fonctions de déploiement progressif donc entre nos différentes équipes de conseillers pour être en mesure de tester des nouvelles versions de web app entre différents centres d'appel. Et ce qu'on appelait un design system, qui sont en fait une bibliothèque de composants IHM sur étagère pour accélérer le temps de construction des interfaces. Et le dernier point qui est mis donc à disposition de nos développeurs, donc un outillage transverse qui va de l'environnement de développement local sur leur PC de développement, jusqu'à la capacité de déployer, on le verra par la suite, sur les environnements partagés de la plateforme, avec des notions de supervision complète des flux, des notions de recherche de logs distribués au sein de cette plateforme via différents types d'outils. L'outil qui est cité, Padawan, c'est un outil qui s'appuie sur Elasticsearch. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des réactions sur la partie framework ou si j'avance sur l'infrastructure. Guillaume, est-ce que vous Oui. vous m'entendez? Je vous entends. Je vais être bref parce qu'il y a du Larsen dans la salle. On va regrouper toutes les questions à la fin de votre intervention. Très bien, parfait. Moi, je me permets d'avancer à ce moment-là. Donc au niveau de l'infrastructure, donc on a commencé il y a 4 ans de ça, et on n'avait pas encore à disposition les conteneurs. Donc je partage tout à fait l'analyse qui a été faite tout à l'heure, de dire que les infrastructures de conteneurs sont en effet on va dire la base la plus adaptée à l'hébergement des microservices. Malheureusement, quand on a commencé, on n'avait pas encore d'offre de services en data center EDF autour de la conteneurisation qui était au niveau attendu. Et donc, on a démarré sur une plateforme virtualisée et donc à déployer nos microservices avec de l'outillage DevOps, et j'y reviendrai après, sur un pool de machines virtuelles donc composant notre infrastructure. Donc ça, c'était une partie, je dirais, un petit peu lourde en termes de mise en œuvre. Ça a plutôt bien porté ses fruits, mais comme vous le verrez, on s'est tourné par la suite vers la conteneurisation. On a toujours en cible, en tête, l'idée de passer sur de la conteneurisation en data center. Et donc, on attend la mise à niveau, je dirais, des offres de services internes pour le faire. Donc, notre plateforme est aujourd'hui est haute disponibilité, donc supporte le PRA, et a montré, comme j'en parlais juste après, un très bon niveau de disponibilité ces dernières années. On s'est attelé, il y a maintenant à peu près 2 ans de ça, à construire un nouveau socle pour la plateforme Arum, cette fois-ci sur le cloud, en s'appuyant sur AWS, et où là on a pu bénéficier d'un certain nombre d'innovations. Donc tout d'abord le passage à la conteneurisation, donc avec le service de conteneurisation managé d'AWS qui s'appelle EKS, également de l'infrastructure as code pour automatiser complètement la construction et la manipulation de l'infrastructure et des différents services d'infrastructure qui vont constituer la plateforme, donc, de la couche de conteneurs aux bases de données, en passant par les load balancers et ainsi de suite. On bénéficie aussi d'élasticité dynamique, aussi bien au niveau des conteneurs que des ressources d'exécution sous-jacentes. Et donc ce socle est en production depuis quelques mois maintenant, donc, juste avant le début de l'été. Et nous allons donc maintenant nous atteler à déployer les microservices éligibles sur le cloud, puisqu'il a été retenu pour la plateforme Arum en fait une trajectoire d'architecture hybride. Donc l'idée étant d'héberger les microservices donc qui ne stockent pas notamment de données sensibles au sens de notre classification ODF, donc c'est ce qu'on appelle le niveau de confidentialité 3. Donc ces microservices-là vont plutôt rester en interne. Les autres microservices, suite à des études de sécurité, donc normalement seront éligibles à basculer sur la plateforme cloud.
Donc on va retrouver bien sûr donc, ces deux tronçons finalement de plateforme au sein de la trajectoire d'Arrow. Le dernier pilier, donc, on parle ici de la démarche et de l'outillage DevSecOps. Donc on s'est appuyé sur la plateforme d'intégration continue DevSecOps de notre opérateur IT au sein du groupe EDF, donc, qui s'appelle la DSIT. Et on a adressé un certain nombre de points, donc tout ce qui est packaging et déploiement automatisé des microservices. L'outillage est proposé en self-service pour les équipes de développement sur l'ensemble du hors-production. Donc on n'a pas encore aujourd'hui sauté le pas de laisser les équipes déployer en autonomie en production les microservices. Donc en effet, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un petit overhead lié à ça. C'est pas aujourd'hui, je dirais, bloquant dans nos cycles de delivery, mais c'est un point sur lequel on peut encore s'améliorer. Et on envisage d'ailleurs tout à fait le faire dans le cadre du cloud et dans le cadre d'une architecture conteneurisée qui propose une meilleure isolation. Donc le déploiement via nos pipelines DevOps est possible aussi bien on-premise que sur le cloud. Et là, l'idée, c'était de masquer finalement aux équipes de développement toute la complexité d'intégration sur la plateforme. Au-delà donc de l'aspect intégration et déploiement continu, donc on retrouve une approche autour de la sécurité, donc security by design. Donc l'idée, c'est qu'un certain nombre de fonctions sont supportées nativement et c'est des fonctions qu'on ne demande pas aux développeurs de gérer. Donc tout ce qui va être le chiffrement, le filtrage des flux, donc tout au sein de la plateforme dans son intégralité. La sécurisation systématique des API de l'ensemble des microservices via de l'O2. Nos web apps sont protégés par le SSO de l'entreprise, donc qu'on appelle Guardian. Et on a également mis en place une démarche d'homologation qui s'appuie sur les outils de la chaîne DevOps, donc qui est aujourd'hui automatisée, et qui vise à s'assurer de la conformité du code et de la configuration du microservice vis-à-vis de notre pattern de développement. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'au sein de l'écosystème Spring qu'on propose, toutes les fonctions sur étagère de sécurisation, de gestion des logs, de connecteurs techniques, etc., sont utilisées à bon escient par les équipes. Et on s'assure aussi que le microservice, de manière unitaire, présente des performances acceptables. Et donc les équipes sont aujourd'hui autonomes pour réaliser des tirs de performance sur leur microservice. Et donc, une fois l'homologation passée, l'équipe technique de la plateforme reprend la main pour déployer en production les microservices. Donc, c'est là où on a une petite rupture aujourd'hui dans la chaîne de delivery. Le dernier point donc, tourne autour de l'exploitabilité. Donc, c'était aussi l'un des points clés dès le démarrage du projet. On a joué sur plusieurs tableaux. Alors, tout d'abord, tout ce qui est surveillance et alerting. Via une stack qui s'appuie sur Prometheus et aussi avec d'autres technologies, hein, donc Alert Manager et Grafana. L'idée, c'est d'assurer de la surveillance et de l'alerting en temps réel sur l'ensemble des microservices de la plateforme. Donc en allant capter des métriques, intervalles réguliers sur chacun des microservices en vérifiant que les performances sont bonnes, que le microservice répond toujours, que ces temps de service, ces temps de réponse ne sont pas dégradés, etc. Au-delà de cette partie état de santé, on centralise aussi l'ensemble des logs de la plateforme et des microservices dans un Elasticsearch, donc c'est ce qui se cache derrière la solution groupe Padawan. Et on propose des dashboards donc qui s'appuient à la fois sur Padawan et sur Prometheus pour pouvoir consulter en temps réel aussi bien l'état de santé que les logs de nos différents composants. Alors pour terminer sur ce tour d'horizon, quelques chiffres clés autour de la plateforme. Donc aujourd'hui sur la plateforme, on retrouve plus d'une dizaine d'équipes de développement qui interviennent en agile à l'échelle, donc aussi bien sur le marché des clients particuliers que sur le marché d'affaires. Plus de 50 développeurs. Les premiers cas d'usage sont arrivés en production mi-2019, donc on commence à avoir un petit peu de recul. Et avec aujourd'hui plus de 120 microservices en production, plus de 20 applications web en production également. L'infrastructure interne, donc là je ne parle pas du cloud, hein, c'est vraiment l'infrastructure historique qui du coup va se voir allégée lorsqu'on va démarrer notre migration des microservices éligibles sur le cloud. Donc cette infra s'appuie aujourd'hui sur plus d'une centaine de machines virtuelles. Via l'outillage DevOps, on est capable en cas de pic d'activité de réaliser plusieurs mises en production par jour, donc ça nous permet de manière assez confortable de suivre la cadence de développement. Et la plateforme connaît aujourd'hui un trafic en pic de plus de 11 millions d'appels sur les API des microservices. Voilà, et donc sur cette infrastructure en data center, on connaît aussi aujourd'hui un très bon taux de disponibilité avec, alors hors perte du réseau ou panne due à notre infogérant, un taux de disponibilité qui frôle les 100%.
Donc, je vous propose peut-être un petit détour rapide sur l'architecture de la plateforme on-premise. Donc, je n'ai pas détaillé dans cette présentation celle d'AWS, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi pour en discuter. Donc, quand on a démarré le projet il y a 4 ans, on a retenu la suite logicielle, donc Spring Boot et Spring Cloud, qui nous offrait un certain nombre de composants logiciels permettant de porter les différentes fonctions d'une plateforme de microservices. Donc, n'ayant notamment pas accès à la conteneurisation en data center à l'époque, on a pu bénéficier de cette suite logicielle pour assurer un certain nombre de fonctions. Donc, tout ce qui va être exposition des microservices via un jeu de micro-gateway, des notions d'annuaire qui permettent de référencer de manière dynamique l'ensemble des microservices déployés sur la plateforme, un serveur d'autorisation qui permet de contrôler les accès aux API des microservices, une gestion de configuration centralisée, donc voilà, je vais le montrer là, avec un serveur de configuration qui est branché à notre plateforme DevOps, voilà, pour récupérer les configurations de tous nos composants logiciels. On utilise aujourd'hui, alors ça c'est historique, mais une base de données pour gérer tous les jetons de sécurité, les données techniques de la plateforme. Et on est en train de basculer sur un cache distribué Redis, donc pour améliorer un petit peu la performance et la scalabilité de cette partie-là. Et on utilise aujourd'hui donc pour les bases de données métiers, donc les référentiels métiers rattachés aux microservices, une offre de service qui s'appelle DBS, qui propose des bases de données managées. Voilà. Donc on est vraiment dans cette approche de cloisonnement de données au niveau des microservices. Alors pour des raisons de coût, chaque microservice n'a pas son instance de base de données propre. Ça c'est ce qu'on a fait sur AWS parce que ça s'y prêtait bien même en termes de coût. On-premise aujourd'hui, on a des instances mutualisées, donc plutôt à la maille des différents marchés, donc marché d'affaires, marché des clients particuliers. Et par contre, on dédie des schémas de données aux différents microservices pour assurer du cloisonnement. Alors, je vais me permettre d'avancer donc pour terminer par quelques éléments de Rex donc sur cette approche plateforme as a service. Alors là, ce que j'ai essayé de matérialiser, c'est de faire ressortir finalement ce qu'on va proposer aux équipes qui vont développer sur la plateforme et finalement ce à quoi les équipes sont en droit d'attendre de cette offre de service. Donc en tant qu'équipe de développement, finalement ce que souhaitent aujourd'hui nos équipes de développement, c'est pouvoir s'appuyer sur des solutions technologiques à l'état de l'art, d'être autonome dans le développement, le déploiement et le testing de leurs composants logiciels, de disposer d'un outillage natif et sur étagère pour tout ce qui est supervision, gestion des logs, problématiques de performance également. Et finalement, j'aurais peut-être dû commencer par là, pouvoir se concentrer sur la délivrance de valeur métier. En complément de ça, c'est finalement ce que les équipes de delivery ne souhaitent pas avoir à gérer, mais qui malheureusement, je dirais, est nécessaire de gérer sur ce type de plateforme. Ça va être tout ce qui est les documents d'architecture et d'exploitation, toute la documentation du socle technique de la plateforme. Une seconde. Oui, excusez-moi, j'ai été interrompu une seconde. Donc tout l'aspect documentation technique comme je l'évoquais. La construction et la maintenance d'une infrastructure sécurisée, intégrée OSI et hautement disponible. Le développement d'un socle technique et logiciel donc, dont les équipes vont pouvoir bénéficier. La mise en place des chaînes DevOps, donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez chronophage en début de projet et donc on continue à investir dessus dans le temps. J'ai aussi ajouté la partie infrastructure as code, donc ça au sein du cloud, c'est aussi l'un des points clés à adresser. La mise en œuvre d'une démarche qualité, alors qui est la démarche d'homologation des développements au sein de la plateforme, comme j'ai pu en parler précédemment. La mise en place d'un outillage de surveillance, alerting et supervision transverse. La gestion du run des aspects plateforme, puisqu'en effet, il ne faut pas oublier que les équipes qui développent leur contenu métier, donc sous forme de microservices métiers, doivent aussi opérer ces microservices, c'est-à-dire assurer une supervision métier, corriger des anomalies du code métier au sein de ces microservices-là. Mais néanmoins, tout le run de la plateforme, de l'outillage, l'amélioration continue de cet outillage-là reste aux mains de l'équipe technique mutualisée. Et aujourd'hui, même si ça c'est un point qu'on espère faire évoluer
suite au passage sur le cloud, la gestion des opérations de mise en production en data center. Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore mis entre les mains des équipes. Voilà. Donc finalement, ce deuxième thème, enfin cet ensemble de thèmes, c'est ce qui se cache derrière la mission de l'équipe socle technique d'Arome et qui vient en complément de ce qu'on propose aux équipes de développement. Voilà, et donc je ferai un dernier slide pour terminer donc, sur quelques éléments de Rex. Donc ce qu'on peut retenir de ces 4 années de projet, c'est que finalement, pour être en capacité de monter en charge en termes d'organisation et de contenu, le fait d'avoir mis en place un socle technique mutualisé avec l'ensemble de l'outillage ainsi que les chaînes DevOps associées, on considère vraiment ça comme un enabler nous permettant d'être réactif et de tirer profit d'un mode de delivery en agile. Alors ce type d'organisation sur des plateformes as a service, donc aujourd'hui plutôt un standard du marché. En tout cas, c'est l'écho qu'on a pu avoir des échanges, notamment avec des cabinets comme Forrester. C'est plutôt ce type d'organisation qu'on va aller chercher entre une équipe SOC, qu'on peut parfois appeler une system team, et différentes équipes de développement qui vont se concentrer sur leurs assets. Et aujourd'hui, donc l'effort, je dirais, d'industrialisation qu'on a mené au niveau du socle, en quelque sorte paye, puisqu'on peut à la fois assurer une excellente disponibilité, ainsi que la capacité à absorber un trafic assez important. Voilà. Peut-être un petit Rex complémentaire. Lorsque donc au départ, ce sont plutôt les équipes du marché des clients particuliers qui ont démarré leur premier développement il y a maintenant 4 ans sur la plateforme. Lorsque le marché d'affaires nous a rejoint par la suite, donc une équipe qui avait des compétences sur notre framework Java, mais qui n'avait jamais travaillé sur la plateforme, a pu 4 semaines après le démarrage des premiers développements mettre en production son contenu. Voilà. Donc c'était pas forcément un microservice très gros, mais en tout cas par rapport aux échelles de temps projet qu'on connaît dans le groupe, c'est quand même un accélérateur assez intéressant. Voilà, j'en ai terminé de mon côté, donc si vous le voulez bien, on peut passer à la séance de questions. Oui, merci. Il y a déjà des questions dans le fil de conversation. Alors. Vous m'entendez correctement? Oui. Vas-y, je peux parler directement avec le micro. Donc il y a des questions dans le fil de conversation. Une sur l'organisation avec 10 équipes pour 120 services en production. Comment gérer le maintien en condition opérationnelle? Alors, c'est la question que je vois là sur la partie MCO, c'est ça? Je vous entends pas très bien à distance, mais. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Donc, alors c'est un point qui est loin d'être évident, sur lequel on est encore perfectible. Alors, je dirais déjà le premier point, selon moi, c'est vraiment la standardisation des pratiques, notamment des pratiques d'exploitation. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure sur la standardisation de la supervision, de la gestion des logs, c'est vraiment un point clé, c'est-à-dire sans développement complémentaire, les équipes ont accès de base, en déployant leurs microservices, à toute la supervision des flux entrants, des flux sortants, les temps de réponse, etc. Donc il y a déjà un premier niveau de suivi de l'état de santé, des performances du microservice qui est disponible en standard. Voilà. Après, les équipes peuvent, à partir de leur log, rajouter des solutions de supervision un petit peu plus teintées métier. Mais l'idée, en tout cas, la manière dont on l'a fait, c'est plutôt de dissocier tout ce qui est gestion vraiment technique de la plateforme et de ses composants au niveau de l'équipe socle, et ensuite de redispatcher au niveau des équipes de développement toutes les problématiques plutôt liées au bon comportement de l'applicatif qui a été développé par ces équipes-là. Donc, après, ce périmètre-là, donc des 120 microservices, il est aussi décomposé en applications de plus grande taille. On a par exemple certains parcours qu'on propose à nos conseillers. Je vais vous donner un exemple pour tout ce qui est la mise en service de contrats d'énergie au sein d'EDF. On a des parcours que les conseillers déroulent lorsqu'ils ont les clients au téléphone qui s'appuient sur une quinzaine de microservices. Donc là, on est plutôt sur un run métier
avec des gestionnaires de run spécialisés sur ce parcours-là et qui ont la connaissance à la fois de l'interface web qui porte le parcours, mais aussi des différents back-ends d'un microservice sur lesquels s'appuie cette interface. Voilà, donc c'est un point qui n'est pas forcément évident, hein, sur lequel on continue de progresser, mais l'idée c'est d'essayer de bien trouver la limite des périmètres entre vraiment ce qui retourne de l'exploitation technique de la plateforme, des enjeux plutôt de suivi métier, des contenus et des applicatifs proposés. Voilà. Par contre, il y a quand même un niveau d'outillage de base qui doit être assez important pour être capable de savoir ce qui se passe et de rapidement cibler une requête qui dysfonctionne, récupérer un log d'une API, etc. Il y a une question de la recette. Comment on teste les microservices, notamment à l'échelle d'une application, quand une application utilise une série de microservices? Alors, en effet, on fait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on va faire des tests plutôt unitaires ou d'intégration à la maille du microservice et de ses interfaces. Hein, donc, ça peut être de l'API, ça peut être du messaging, voilà, ou même parfois du batch, hein, dans le cas de certains microservices qui fonctionnent sur ce mode-là. Et on a également des tests plutôt qu'on appelle de parcours, mais finalement, c'est ce qui ressemble plutôt à une application, enfin à des applications chez nous, où là on va passer au travers différents écrans, différentes étapes pour tester le processus complet. Voilà. Donc on travaille à ces différents niveaux-là. On essaie quand même d'automatiser un maximum tout ce qui est test d'intégration, test unitaire au niveau des microservices, donc via notre outillage DevOps. À la maille de l'application et des parcours web. Aujourd'hui, c'est aussi un sujet sur lequel on doit progresser. On est plutôt encore sur des tests de recettes, donc un peu plus manuel avec des cas fonctionnels type, que vraiment de l'automatisation de bout en bout de nos parcours web. Voilà. Par contre, le point là, je pense que c'est peut-être ça que je vois dans la question là sur le passage à l'échelle et la responsabilisation des équipes. En effet, c'est pas un point évident. Alors, on essaie quand même de dispatcher les microservices entre les équipes pour qu'il y ait une cohérence quand même de microservices qui appartiennent un petit peu au même regroupement métier, au même domaine métier en quelque sorte. Néanmoins, c'est possible qu'on ait des zones de friction, entre équipes. Après, l'enjeu, c'est surtout de bien connaître les parcours. Et voilà, et savoir quels microservices sont impliqués à chaque étape des parcours dans le cas de recherche d'anomalies. Oui, bonjour, c'est Cédric. Une question. D'abord, merci pour votre retour d'expérience, c'est très intéressant. Concernant l'outillage, j'ai vu que la plateforme proposait des templates de microservices orientés API, des microservices orientés Spring ou orientés Pyrmondar, enfin VPN. Oui. Pour bâtir ces templates, vous êtes appuyé sur des archétypes Maven, sur quelle technologie vous êtes appuyé, ou c'est simplement un bout de code que je télécharge et sur lequel je m'appuie? Alors, je vais essayer de vous répondre sans l'équipe technique derrière. Peut-être le niveau de précision sera pas idéal. Après, de ma compréhension, ce qu'on entend par ces templates-là, finalement, c'est déjà tous nos microservices s'appuient sur Spring Boot. Là, l'idée, c'est que finalement, on a un microservice Spring Boot qui est en quelque sorte coquille vide, mais qui va embarquer les librairies nécessaires au pattern souhaité. C'est-à-dire, typiquement, si on veut faire de l'API, on va avoir des exemples d'API pré-câblés avec la gestion des jetons, etc. Donc, pour exemple, pour que les équipes puissent démarrer sur cette partie-là. Pour les microservices qui font du batch, donc on s'appuie sur, encore une fois, l'écosystème Spring, donc c'est les librairies Spring Batch qui ont été aussi paramétrées, configurées et enrichies donc, dans notre contexte. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir déjà à la base notre microservice Spring Boot qui va charger l'ensemble des librairies qui lui permettent d'accoster à la plateforme.
sur les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, donc de gestion des jetons de sécurité, gestion des logs, gestion de la supervision, etc. D'ajouter les librairies qui vont le typer finalement selon si on souhaite plutôt exposer les interfaces de type ASPI, de type messaging, de type ou fonctionner plutôt sur un mode batch. Et donc, je dirais c'est finalement cet exemple de projet que les équipes vont pouvoir récupérer pour mettre le pied à l'étrier selon le composant qui est souhaité. Donc, j'ai pas forcément beaucoup plus d'éléments techniques. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, si vous souhaitez avoir plus d'éléments, je pourrais tout à fait creuser avec l'équipe ce point-là. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Sinon, on peut passer à la question de Kim Tourneur, la dernière. Hein. Vous utilisez quels outils pour le CICD de l'API Management? Alors, du coup, je ne l'ai pas mis dans cette présentation-là. Je vais rapidement ressortir un autre slide. Donc, alors, l'API Management, je peux commencer à répondre par là. En fait, aujourd'hui, on n'a pas à date de solution d'API Management dédiée. On utilise pour l'exposition des microservices tout simplement notre micro gateway et on s'appuie sur notre serveur d'autorisation interne pour valider les jetons les jetons OAuth2 donc qui permettent de protéger l'accès aux API des différents microservices. Donc ça reste assez simple. Sur la partie AWS, on a reconduit la même logique. En fait, on s'est contenté des services managés AWS de type load balancing pour exposer le trafic, auquel on a ajouté forcément des fonctions de sécurité type WAF et ainsi de suite. Et c'est toujours notre serveur d'autorisation qui est utilisé pour la protection des API. Donc on a en tout cas, dans le contexte de la plateforme, on n'a pas utilisé de solution d'API management d'un éditeur, ou même open source, pour répondre à cette problématique. On a des solutions d'API management dans le groupe qui sont parfois positionnées en frontal de la plateforme selon la cinématique d'appel. Mais là, dans le cadre d'AWS, on a fait le choix de l'exposer, je dirais, directement en s'appuyant à la fois sur les services managés et sur nos services de sécurité type serveur d'autorisation. Voilà. Néanmoins, sur ce sujet-là, sans en dire trop, mais on est en ce moment dans une démarche d'achat d'outils, notamment autour de l'API management. Donc, on va revoir un petit peu nos architectures dans les années qui viennent autour de ça. Néanmoins, aujourd'hui, on expose nos microservices sans forcément passer par une brique de ce type-là systématiquement. Je ne sais pas déjà sur l'API management, ça répond à la question. Alors, concernant DevOps, alors les outils qu'on va retrouver aujourd'hui, nos pipelines sont orchestrés tous par Jenkins, qu'on vise un déploiement sur AWS ou en data center, donc on-premise. Toute la gestion du code source, les éléments de configuration, donc c'est GitLab qui est utilisé. On utilise Maven également, Nexus pour stocker nos artefacts. Sur la plateforme on-premise à base de machines virtuelles, on utilise Ansible pour déployer directement les microservices, puisqu'on ne fonctionne pas sur un mode containerisé aujourd'hui, donc on déploie directement les archives jar des microservices qui sont autonomes en termes d'exécution. Donc ça, c'est vraiment pour la partie déploiement. Sur la partie cloud, on utilise également Terraform ainsi que les API Kubernetes pour instrumenter la gestion de la plateforme. Après, on va retrouver d'autres outils assez classiques de type Sonar, Checkmarks, pour tout ce qui est sécurité, qualité de code. Et sur l'homologation, on a plutôt utilisé des outils custom qui s'appuient sur des moteurs de règles pour scanner notre code et notre configuration et s'assurer du respect du pattern de développement Arom. Sur la partie performance et test d'intégration sur nos API, on utilise aujourd'hui Gatling. Voilà, donc tous les outils que je vous cite là, en fait, sont des outils qui sont intégrés à la plateforme DevOps de notre opérateur IT. Bien, merci beaucoup Guillaume. Je n'ai pas tout compris là sur la dernière minute, mais dans l'assemblée, il y avait un certain nombre qui écoutaient avec attention, qui hochaient de la tête pour dire qu'ils étaient d'accord. Et donc merci Guillaume pour tous ces éléments techniques et cette vue d'ensemble de l'expérience EDF e-commerce sur les microservices. Merci à vous. Merci Guillaume.
merci d'avoir accepté d'intervenir malgré le Covid. Un grand merci.